Donc, bonjour. Donc, aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Linoué dans le cadre du cycle Votre futur métier, qui est donc un ensemble d'interviews de diplômés présentant leur métier. Alors, merci Monsieur Linoué d'être présent. Puis-je vous demander votre parcours académique, s'il vous plaît? Bon, voilà. Pour ceux qui viennent de rejoindre l'interview, je vais me représenter. Donc, Stéphane Lienoué. Je suis un ancien étudiant de l'Université de Mons en master 120 crédits sciences de gestion. Donc, mon profil académique, je suis arrivé à l'Université de Mons venant du Cameroun et a obtenu au Cameroun une licence en gestion, en sciences de gestion et aussi un master en gestion des projets. Donc, à l'époque, quand j'ai déposé ma candidature pour mon dossier d'admission à l'Université de Mons, c'était pour suivre un doctorat en gestion. Mais seulement, l'Université de Mons avait jugé nécessaire que je repasse le master sciences de gestion avant de poursuivre en doctorat. Donc voilà, donc je me suis inscrit en master 120 et je suis dans de la promo 2014. J'ai obtenu mon master 120 crédits en 2014. Après, pour des raisons professionnelles ou personnelles, je n'ai plus pu continuer en doctorat et je suis tombé directement sur le marché de l'emploi. Voilà. Ok, Voilà pour ce qui est de ma présentation de mon parcours académique. ok, merci. Alors, pouvez-vous nous dire quel est votre métier et où travaillez-vous actuellement? Donc, aujourd'hui, je travaille comme contrôleur de gestion dans une entreprise industrielle à Bruxelles pour la cité Haute-Agent Packaging. Et voilà, donc j'occupe ce poste depuis déjà bientôt 3 ans. Ok, Environ, on va dire 2 ans et demi. Oui. ok, ça va, merci. Alors, quelles sont les principales missions de ce métier? Donc voilà, les principales missions du métier de contrôleur de gestion, il y en a plusieurs. Bon, je vais citer les principales. Déjà pour un peu donner une idée aux étudiants, le contrôleur de gestion, c'est celui qui est censé analyser et suivre la rentabilité de l'entreprise. Donc, en suivant cet objectif principal, les missions qu'il occupe sont principalement le suivi des indicateurs de performance, l'établissement des tableaux de bord et aussi la définition de ces indicateurs de performance, le calcul mensuel ou hebdomadaire des coûts de production en vue de déterminer les marges sur coûts de production, l'analyse des écarts de production pour chaque commande ou alors pour chaque client, l'élaboration et la consolidation des prévisions, donc l'élaboration des budgets, très important, des budgets, des prévisions. Budget, quand je parle de budget, en termes de production, de ressources humaines, du commercial, donc du budget annuel. Et au courant de l'année, le contrôle de gestion fait également une comparaison entre ce qui avait été prévu et ce qui est réellement réalisé. Et aussi, l'une des missions du contrôle de gestion, c'est de faire du reporting mensuel. Quand je dis reporting, c'est faire une sorte euh, de résumé de l'activité sur le mois, voir ce qui a généré du profit, les produits, les principaux produits qui ont généré du profit, les produits qui n'ont pas généré de profit, et pourquoi il y a eu baisse de chiffre d'affaires, par exemple, pourquoi il y a eu baisse de marge sur tel ou tel autre client. Donc, ce reporting est effectué de façon mensuelle et annuelle. Et aussi, pour les contrôles de gestion qui travaillent sur plusieurs sites, généralement, la direction ou la direction générale demande d'avoir un reporting par site, euh, par produit, par client, par commerciaux, parce qu'il y a également un suivi de la rentabilité par commercial, pardon. Outre cela, le conseil de gestion est également amené à calculer pour des projets d'investissement le taux de rendement interne. Donc, pour tout nouveau projet de l'entreprise, le conseil de gestion apporte
avec des calculs qui sont faits pour déterminer après combien d'années le projet d'investissement pourrait être rentable et éventuellement si ça vaut le coup d'investir pour ce projet-là. Et aussi, donc, dans mon cas, j'effectue également un calcul du taux horaire des machines. Il faut savoir que pour les entreprises industrielles, généralement, on travaille avec des machines de production et il est nécessaire de savoir quel est le coût horaire pour ces différentes machines. Parce que c'est en fonction de cela que on détermine le coût de production à la fin. Donc, chaque année, on doit recalculer ces taux horaires. Donc, voilà, c'est également le contrôle de gestion qui le fait. Et aussi, donc, finalement, pour terminer, le contrôle de gestion a une portée, apporte de son point de vue analytique l'amélioration des processus en entreprise. Ça peut être les process de production, ça peut être les méthodes de travail. Voilà, donc je crois qu'en gros, c'est un peu les différentes missions auxquelles sont rattachés le contrôle de gestion. Ok, merci. Alors, est-ce que vous pourriez décrire une journée professionnelle type? Donc, une journée professionnelle type, c'est pas du tout évident de décrire une journée type parce que en fonction que l'on soit en début de mois ou au courant du mois ou alors en fin de mois, les activités du contrôle de gestion sont très diverses. Bon, par exemple, si je me contente du début de mois, il faut en début de mois faire le reporting du mois passé. Donc, à ce moment, il faut essayer de rassembler toutes les informations auprès des les différents opérateurs, les informations sur la production, les informations au niveau de la comptabilité, les informations au niveau des commerciaux. Et donc, le contrôle de gestion est amené à aller vers ces différentes personnes, vers la production, les ressources humaines aussi, et établir un reporting mensuel. Maintenant, au courant du mois, les autres tâches peuvent être le calcul, le suivi de la rentabilité journalière, parce que ça aussi également, on le fait chez nous, on suit la rentabilité de façon journalière pour tous les bordereaux qui sont entrés en production. Donc, pour toutes les commandes qui entrent en production, il y a un suivi journalier de la production et donc de la rentabilité. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ça, si je peux dire, une journée type en début de mois pour le contrôle de gestion, qui est d'ailleurs la plus chargée, parce qu'il faut rendre les reportings dans un délai assez court. Ok. Alors, ben, pour ce métier, justement, quelles sont les compétences nécessaires? Donc, les compétences nécessaires pour un contrôleur de gestion, déjà, il doit aimer les chiffres. Il doit aimer les chiffres, il doit être passionné par les chiffres, il doit maîtriser le traitement de l'information comptable et financière. Il n'est pas obligé d'être un comptable pur qui passe les écritures, mais au moins comprendre les procédés et le reste. Aussi, il doit être rigoureux parce que pour les reportings qui sont faits par le contrôle de gestion, ces reportings-là, généralement, sont présentés au manager, au comité de direction. Par exemple, dans mon cas, je présente chaque mois les reportings au directeur de la société, au directeur commercial, au directeur de la production, au directeur des ressources humaines. Donc, ces reportings doivent être de qualité. Donc, c'est pour ça que je parle de rigueur. Et il doit être synthétique aussi, parce que toutes les informations qui sont tirées auprès des différents opérateurs doivent être synthétisées justement pour pouvoir effectuer des reportings et éventuellement soumettre des propositions d'amélioration au comité de direction. Il doit être orienté résultat, dans le sens où, généralement en entreprise, le contrôle de gestion, c'est toujours cette personne vers qui on se retourne lorsqu'on veut développer un nouveau projet,
améliorer les process de fabrication ou de fonctionnement. Et donc, il doit être orienté résultats et solutions, toujours à être une source de proposition. Donc, voilà, donc ça, c'est très important parce que de nos jours, chaque entreprise aimerait se réinventer. Donc, le conseil de gestion doit être centré sur l'amélioration des process et des procédés. Et aussi, il doit, si je peux me dire, maîtriser certains outils tels que Excel. C'est très important. Excel, aujourd'hui, il y a des nouveaux outils de reporting qui arrivent, tels que Power BI, Click, ClickView, ClickSense et Tableau. Donc, bon, pour les étudiants qui peuvent déjà maîtriser Excel, ce serait déjà un très grand pas parce que le contrôle de gestion travaille exclusivement sur Excel pour effectuer les tableaux de bord, pour effectuer les reporting, pour effectuer des analyses. C'est sur Excel que c'est fait. Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des nouveaux outils qui arrivent, qui sont un peu plus développés, qui permettent d'avancer rapidement, mais la base reste toujours quand même Excel. Donc voilà, pour les différentes compétences nécessaires pour le métier. Ok, merci beaucoup. Alors, la dernière question donc de l'interview, finalement, quels seraient vos conseils de type insertion professionnelle que vous auriez envie de donner justement aux étudiants ou aux jeunes diplômés au moment où ils vont rentrer sur le marché de l'emploi? D'accord. Donc, les conseils que je peux donner, déjà, moi, comme je le dis toujours, la recherche d'emploi, c'est un travail à temps plein. Donc, je crois qu'il y a, je sais plus, il y a un étudiant qui est actuellement en recherche. Je vais directement lui donner les conseils que moi, je juge nécessaires. Lorsqu'on est en recherche d'emploi, il faut se dire que nous sommes en train de travailler. Donc, chaque journée devrait être considérée comme une journée de travail. Donc, être organisé et méthodique lors de sa recherche. Donc, cibler déjà les, les entreprises ou alors le poste auquel on souhaiterait postuler, effectuer ses recherches sous cette base-là et se dire que je devrais envoyer une ou deux candidatures chaque jour. Ça, c'est un objectif que l'on se fixe ça peut être un objectif sur la journée, sur la semaine, mais au moins avoir des objectifs quantifiés et qui doivent être tenus. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est personnaliser son CV et sa lettre de motivation, ne pas toujours envoyer le même CV ou la même lettre de motivation juste en changeant le nom de l'entreprise. Il faut souvent être un peu curieux dans le sens où lorsqu'il y a une offre qui est postée, qui est partagée sur les différents canaux, lis la job description et essayer d'adapter, pas forcément recopier tout ce qui est reporté sur son CV, mais adapter son CV en fonction de ce que l'entreprise rechercherait. Donc ça, c'est important. C'est pour ça que je dis qu'il faut un CV pour chaque candidature. Sauf si, bien sûr, les mêmes tâches qui reviennent sur les mêmes offres. Là, on peut se permettre d'envoyer le même CV. Mais si ce ne sont pas les mêmes tâches qui reviennent, il faut adapter son CV à chaque fois. Autre conseil, bien cibler les secteurs dans lesquels on voudrait travailler avant de commencer à d'envoyer les CV. Parce que bon, il y a des étudiants qui, une fois terminés, n'ont peut-être pas eu le temps de se projeter sur le plan professionnel. Et du coup, ils se retrouvent à envoyer des candidatures sans réfléchir, je vais dire ça comme ça. Mais il est important de cibler le secteur, le type d'entreprise. Est-ce on souhaiterait travailler dans une PME, dans une grande entreprise? Dans quel secteur d'activité? Est-ce que c'est les services? Est-ce que c'est le secteur bancaire, le secteur industriel? Donc déjà avoir une idée des différents secteurs, du secteur auquel on souhaitait travailler. Et aussi, donc, comme autre conseil, euh,
mettre à jour ses connaissances pour ceux qui ont été diplômés déjà depuis plusieurs mois, suivre des formations. Il y a sur YouTube, il y a des formations, par exemple, sur Power BI, il y a des formations sur Excel, il y a des formations sur Click. Donc, tous ces logiciels qui sont utilisés en entreprise, vous pouvez suivre des formations en attendant de trouver de l'emploi. Donc, faire des connaissances, faire des formations qui permettent de se remettre à niveau durant la recherche. Et conseil très important, ne pas être persévérant, ne pas se décourager parce que pour tous les étudiants, enfin pour tout le monde, il y aura toujours des échecs. Moi aussi, j'ai reçu plusieurs refus lorsque j'ai terminé. Il faut surtout être très, très, très persévérant, ne pas se décourager au premier refus. Des refus, il y en aura toujours. Donc, être motivé. C'est vrai que si on est resté longtemps sans trouver du boulot, la motivation peut en prendre un coup, mais il faut se dire que ça viendra et surtout être très, très persévérant durant toute la période de recherche. Voilà. Ok, ben, écoutez, un grand merci pour tous ces conseils. Alors, je vais laisser la parole aux étudiants ou aux jeunes diplômés. Mhm. Donc, voilà, hein, donc vous pouvez laisser votre question dans le fil de conversation ou lever la main et je vous donnerai la parole. En attendant, peut-être, moi j'ai une question. Est-ce que au sein de votre société, vous êtes plusieurs contrôleurs de gestion ou il y a un seul contrôleur de gestion? Bon, malheureusement pour moi, je suis le seul. Ah, Et il y a deux sites. Il y a un site à Bruxelles et un site à Arlon. Et j'avoue que logiquement, il en faudrait un peu plus qu'une seule personne. Mais disons que c'est une entreprise de 280 personnes. Bon, la direction suppose que pour le moment, avec un seul conseil de gestion, ça pourrait aller. Mais il arrive de fois dans des grandes entreprises d'avoir plusieurs contrôles de gestion. Donc, ça, c'est récurrent. et est-ce que le contrôleur de gestion est lié à la direction financière ou vraiment lié à la direction seule pour avoir, je dirais, un recul par rapport justement à la direction financière? Donc, le contrôle de gestion, bon, ça dépend des organisations. Il y a des organisations dans des petites entreprises où on n'a pas de direction financière en tant que telle. Donc, du coup, il est directement lié, c'est mon cas, il est directement lié à la direction générale, au directeur du site. Mais dans une organisation où on a la direction financière, le conseil de gestion est lié à la direction financière. Il a comme manager d'ailleurs le directeur financier. C'est au directeur financier qu'il rend compte, qu'il fournit sa reporting et c'est au directeur financier après de soumettre tout cela au comité de direction. Donc ça dépend vraiment de la taille de l'entreprise, des Ok, types d'organisation et voilà. ok. Ben, merci pour la réponse. Alors, je vais laisser la parole à Monsieur Kalambayi. Donc, vous pouvez allumer votre caméra et votre son le temps de votre question et de la réponse. Voilà, Moi, j'avais, allez-y. bonjour. Moi, j'avais une question concernant le processus de recrutement. Comment il s'est déroulé dans votre cas? Merci. Ok. Donc, je réponds une à une aux questions ou je laisse tous les étudiants. Non, vous pouvez répondre une à une. Je crois que c'est plus simple comme ça. Ouais. D'accord. Ok. Vous pouvez répondre à Monsieur Kalambayi, s'il vous plaît. Ok. Donc, pour ce qui est du processus de recrutement, j'avais postulé à l'époque. Bon, il faut dire que moi, je travaillais aussi dans le secteur bancaire. C'est vrai que ma fonction actuelle, c'est contrôle de gestion dans le milieu industriel, mais j'ai également travaillé dans le secteur bancaire à BOBank avant de travailler chez votre agent. Donc, chez BOBank, j'avais un contrat à durée déterminée. J'avais fait travailler chez eux pendant quelques années. Et par la suite, donc, j'ai été sollicité. Non, j'avais un contrat de durée indéterminée. J'ai eu un contrat de durée déterminée chez Biobank. Ensuite, il a été transformé en CDI. Mais j'ai été sollicité via LinkedIn par le responsable des ressources humaines chez Otagen et qui m'avait donc
je vais dire, qui m'avait informé du fait qu'il y avait, ils étaient en recherche d'un contrôleur de gestion et ils souhaiteraient que je soumette ma candidature. Donc, j'avais soumis ma candidature à l'époque et j'ai suivi tous les processus de recrutement. Donc, je suis passé d'abord un premier entretien avec les ressources humaines, ensuite un deuxième entretien avec la personne que je devais remplacer, qui avait été mutée dans un autre service. Et le troisième entretien, c'était avec le directeur du site, donc le directeur général. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question Oui, bah, si, de c'est Jean. bien. Oui, tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup. Ouais, donc, c'était vraiment un processus normal. Généralement, il y a trois entretiens. Un avec les ressources humaines pour essayer d'évaluer, de voir si le candidat répond à l'offre. L'autre entretien, c'est avec le manager qui maîtrise mieux le métier. Et donc, c'est lui qui pose des questions. Il peut aussi proposer des use cases à effectuer pour voir si le candidat maîtrise vraiment la matière. Et enfin, le troisième entretien, c'est généralement lorsqu'on a validé les deux premiers, c'est pour les formalités du contrat. Ok, merci. Alors, je vais laisser la parole à Monsieur Abdellah. Vous pouvez ouvrir votre caméra et votre son. Voilà. Oui, bonjour, bonjour, rebonjour. Merci, ça fait plaisir d'écouter toutes ces motivations. En fait, j'ai une petite question un peu plus pratique, si je veux dire. Stéphane, donc pour un petit peu la méthode de calcul des coûts, est-ce que c'est vous qui avez proposé, mis en place la méthode, ou bien c'était déjà prédéfini? Et quelle méthode vous utilisez? Est-ce que c'est méthode de coût complet ou ABC, ou bien comment est-ce que vous procédez? OK. Donc, quand je suis arrivé, la méthode qui était utilisée, c'était la méthode des coûts complets. Donc, c'est que j'avais participé à l'amélioration du processus de calcul des coûts, mais on est resté entre la méthode ABC et la méthode des coûts complets. Donc, il y a eu une amélioration qui avait été faite, je crois, c'était l'année passée qu'on avait adopté la nouvelle méthode. C'est quoi? C'était au mois d'octobre 2020. Donc, on avait demandé aux différents contrôleurs de gestion, parce que c'est un groupe français à la base, donc il y a il y en a en France, en Italie, en Suisse. Donc, les différents contrôleurs de gestion avaient proposé des améliorations et finalement, on avait adopté une méthode qui est comprise entre la méthode des coûts complets et la méthode des ABC. Donc, c'est pas moi qui ai, qui ai proposé toute la méthode, mais j'ai participé à l'amélioration de la méthode de calcul. C'est bon pour... Ok, merci. Oui. Ok, voilà. Mais généralement, la méthode utilisée, c'est la méthode ABC et la méthode des coûts complets. Voilà les deux principales méthodes de calcul des coûts qui sont utilisées. Et je peux savoir, s'il vous plaît, le ERP que vous utilisez, c'est quoi? Pardon? Le ERP que vous utilisez. Le RP. SAP. SAP. Ok, ça va, merci beaucoup. Et pour le reporting, comme j'ai dit pendant la présentation, pendant l'interview, on a Votre micro est éteint. Votre micro est éteint. Ah, Voilà. ok, désolé. Donc, pour le reporting, vous utilisez? Quand je suis arrivé, c'était exclusivement Excel, mais ici, on bascule sur Power BI petit à petit. Ok, ok, ça va. Merci beaucoup. Ah ben, merci beaucoup. Alors, est-ce il y a d'autres questions? N'hésitez pas, évidemment, soit par écrit ou en levant la main. En attendant qu'il y ait des questions, si je peux rajouter quelque chose Bien aussi, sûr. au niveau des langues, c'est vrai que je n'en ai pas trop fait allusion, mais je ne veux pas dire maîtriser le néerlandais parce que, bon, moi-même, ici, ayant suivi mes études à l'Université de Mons, j'ai suivi des cours de néerlandais, mais mon anglais n'est pas fameux. Mais cependant, l'anglais
est très important pour le poste de contrôle de gestion. Donc, l'anglais, le français, généralement, ça devrait aller, sauf si on veut vraiment aller travailler en Flandre, mais pour la Wallonie et Bruxelles, si l'on parle l'anglais et le français, normalement, ça devrait aller. Surtout que c'est un groupe international, donc finalement, voilà, avec les homologues des autres filiales. Oui. OK. Alors, est-ce que vous n'avez aucune question sur le métier, sur... Moi, j'avais une question un peu spéciale. Je ne veux pas rentrer dans l'aspect personnel, hein, mais vous avez expliqué que vous étiez camerounais, donc je suppose que vous avez la nationalité camerounaise. Quand vous avez souhaité chercher un emploi, est-ce que tout s'est bien passé par rapport à l'autorisation de travail en Belgique pour les travailleurs de nationalité hors Union européenne? Oui, c'est vrai que ça, c'est un point très important pour les étudiants hors Union européenne. C'est une fois les études terminées, ils ont besoin d'un permis de travail. Certaines entreprises acceptent de pouvoir effectuer le permis de travail, de commander, acceptent de faire les démarches nécessaires pour que le candidat ait son permis de travail, mais la majorité ne sont pas prêtes à le faire. Donc, donc votre question, c'était comment... Et si vous aviez eu des complications et si vous en avez eu, comment vous avez fait pour les résoudre finalement? Oui, donc heureusement pour moi, je n'ai pas été, en tout cas, au moment où je rentre sur le marché de l'emploi, je n'avais plus ce blocage-là. Mais de ce que je sais et de l'expérience d'autres étudiants étrangers hors Union européenne, c'est vraiment un souci majeur. Il y a beaucoup d'étudiants, bien que qualifiés, diplômés, qui sont toujours, allez, bloqués parce que tout simplement, il faut ce document, le permis de travail pour pouvoir exercer. Ce que je peux dire par rapport à cela, c'est ne pas se décourager parce que je sais que des fois, beaucoup d'étudiants étrangers se découragent, sachant que une fois les études terminées, ils n'auront pas la même possibilité que les autres étudiants européens ou belges sur le marché de l'emploi. Mais il y a certaines entreprises qui sont prêtes à délivrer le permis. La majorité, c'est non. Pour être assez vrai, la majorité des entreprises ne sont pas prêtes. Mais il ne faut pas se bloquer sur ce point pour dire qu'on ne devrait pas postuler, qu'on ne devrait pas se projeter sur le marché de l'emploi. Il faut être optimiste. Et voilà, donc d'un moment ou un autre, il y a forcément une entreprise qui serait amenée à le faire. Et aussi, de plus en plus, à l'époque, c'était encore plus difficile. Je me souviens quand je suis arrivé en Belgique, en 2011, à l'Université de Mons, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'étudiants étrangers. Il n'y en avait pas autant qu'aujourd'hui, en tout cas. Et de ceux qui avaient déjà terminé, ils étaient confrontés à ce problème-là. Mais de plus en plus, après ma promotion, je connais des personnes qui travaillent dans des entreprises parapubliques et même privées aujourd'hui, pour lesquelles ils ont eu l'entreprise a accepté de suivre les démarches pour la commande du permis de travail. Mais c'est vrai que c'est un problème majeur. Une démarche administrative supplémentaire par rapport aux travailleurs de nationalité européenne, en fait. C'est ça, oui, tout à fait. Ah ben, ça va. Alors, je me retourne vers les étudiants. Est-ce que vous avez des questions? Alors, Monsieur Kalambayi, vous pouvez prendre la parole.
Oui, à nouveau encore moi. Je voulais savoir, Stéphane, si le parcours au niveau de Béobank, en fait, en quoi est-ce qu'il a permis finalement d'aboutir vers contrôleur de gestion? Est-ce qu'il y a eu des compétences au niveau de Béobank qui, sur le coup, maintenant, vous permettent d'avancer dans la nouvelle fonction? Mhm. Bon, j'ai travaillé chez Beobank comme j'ai commencé en agence comme analyste crédit. Et si je peux dire que l'expérience que j'ai pu valoriser qui m'aide aujourd'hui dans le contrôle de gestion, c'est l'analyse financière parce qu'il fallait analyser les demandes de crédit, surtout pour des entreprises et les indépendants. Donc là, on fait appel à l'analyse financière, savoir étudier un compte de résultat, un compte de bilan, parce que c'est sur cette base-là que les demandes de crédit pour les indépendants, les entreprises sont acceptées. Pour les demandes de crédit des clients particuliers, pas forcément, parce qu'on regarde seulement les fiches de salaire, si il est sous CDI, quelles sont les charges que le client a. Mais donc, c'est vraiment l'analyse financière du point de vue des documents comptables, bilan, compte de résultat, qui est cette expérience que j'ai pu valoriser chez Beobank. Mais avant Beobank, j'avais également effectué un stage à Charleroi, orienté contrôle de gestion. Donc, cette expérience-là aussi, c'était à Alstom. Cette expérience aussi m'avait déjà préparé, on va dire ça comme ça, à ce métier-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Jean, ou... Oui, tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup. Ok, merci. Alors, est-ce que un ou une autre étudiante souhaite poser une question? Pour compléter, Oui. la question de Jean, moi, j'ai toujours souhaité parcourir plusieurs secteurs d'activité. Donc, le choix de quitter du secteur, bon, enfin, je ne suis pas totalement quitté, bien qu'il y ait encore, étant chez Otageon, je reste toujours un pied dans le secteur bancaire parce que plus tard, j'ai d'autres projets euh, d'activité en tant qu'indépendant avec plusieurs différents services. Donc, moi, j'avais toujours souhaité de parcourir plusieurs secteurs d'activité pour comprendre le fonctionnement. Aujourd'hui, je sais un peu comment le secteur bancaire en Belgique, en tout cas, comment ça se passe. Je suis aujourd'hui dans le secteur industriel, je comprends comment ça se passe aussi. Et donc, à terme, mon souhait, et d'ailleurs, j'appelle les étudiants aussi à y penser, à se lancer dans l'entrepreneuriat. Il ne faut pas toujours seulement se focaliser sur le salariat. Bien que étant étudiant, ce n'est pas toujours évident directement de se lancer. Mais bon, voilà. Mais moi, dans mon cas, j'avais ce besoin de parcourir plusieurs secteurs d'activité pour pouvoir plus tard proposer, me lancer en indépendant pour proposer des services de conseil dans les différents secteurs que dans lesquels j'aurais travaillé. Ah, mais c'est un beau projet, donc c'est bien. Ouais. Moi, j'ai une question. Je suis même surprise que les étudiants ne l'aient pas posée. C'est, bon, voilà, on finit son master. On sait qu'on a beaucoup de théorie, mais qu'on n'a pas énormément de pratique. Et donc, quand vous vous retrouvez dans un poste et que, voilà, de contrôleur de gestion, d'analyste financier, euh, qu'est-ce quelle est la première chose à apprendre finalement sur le terrain et est-ce que c'est pas un peu angoissant aussi de se dire on va devoir analyser tous ces chiffres et notre analyse, notre reporting finalement doit être correct et donc est-ce qu'il n'y a pas un peu de pression par rapport à l'importance du métier et des rapports qu'on prend.
Oui, c'est vrai. La pression, même jusqu'à présent, pour les anciens, il y en a toujours. Donc, que l'on soit nouveau ou ancien dans le métier, il y a toujours cette pression-là. Ce qui est sûr, d'ailleurs, ce que vous avez dit, c'est très important parce que les rapports qui sont effectués, les reportings qui sont effectués par le contrôle de gestion sont la source et la base de la prise de décision de la direction. Donc, ça met encore un peu plus de pression sur le fait que ça doit être des rapports de qualité. Bon, une fois qu'on sort de l'école, c'est vrai, de l'université, c'est vrai que tout reste toujours théorique, si on n'a pas eu l'occasion d'effectuer un stage. Mais généralement, quand on sort de l'université et qu'on arrive en entreprise, on commence toujours, il y a toujours quelqu'un qui nous suivra, qui nous épaulera et qui nous permettra de découvrir. En tout cas, ça c'est le souhait de tout étudiant. Sinon, sinon, ce serait trop difficile, effectivement. Pour mon cas, par exemple, c'est vrai que j'ai effectué un stage chez Alstom à Charleroi qui m'avait déjà permis déjà de comprendre le secteur industriel, de comprendre le milieu d'entreprise. Ça a été un tremplin pour moi dans ce sens, mais je crois que généralement la plupart des entreprises, quand on est nouveau étudiant, un étudiant qui vient de l'université, on n'est pas amené directement à effectuer des reportings comme ça, à soumettre à la direction. Il y a toujours soit celui qu'on remplaçait qui va nous épauler les quelques mois qui vont suivre notre arrivée, ou alors on va suivre des formations. Donc oui, en tout cas pour le métier de conseiller de gestion, on pourrait pas jeter un étudiant comme ça dans la main, sinon les conséquences seront donc, du point de vue de l'importance du poste effectivement et des décisions qui doivent être prises par la suite sur la base des rapports faits. Ok, merci. Alors, je me tourne encore vers les étudiants. Aucune question? Je vois qu'il n'y a aucune question. Alors, je vais vous demander peut-être, est-ce que vous avez encore une information à partager avec les étudiants sur votre métier, sur l'insertion professionnelle? Donc, les sites, je sais pas si il y a un étudiant qui était en recherche tout à l'heure, j'ai oublié le prénom, je crois que Je crois que c'était c'est Monsieur Roland, je pense. Voilà. Ok, Maxime. Bon, déjà, je peux peut-être lui donner quelques sites, je sais pas s'il les connaît déjà tous. Donc, on a Indeed comme site de recherche où il y a beaucoup d'offres. On a Stepstone, Monster. Il y a quoi d'autre dans Indeed? Stepstone, Monster, référence.be. Il y a aussi beaucoup d'offres d'emploi qui sont postées. Il y a quoi comme autre site? Je vais dire aussi que je vais rajouter aussi qu'il y a la plateforme Humons Career Center sur lequel il y a pas mal d'offres d'emploi. Euh, D'accord. il ne faut pas qu'ils hésitent aussi. Il faut Oui, évidemment combiner, mais voilà. d'accord. Et aussi, donc, pour ceux qui seront amenés à effectuer des entretiens euh, les mois qui suivent. Lorsqu'on est appelé, bon, aujourd'hui avec le confinement, c'est vrai que tout s'est fait, beaucoup d'entretiens se font à distance, mais si je peux me permettre également de donner quelques conseils sur ce Bien volet-là, sûr. c'est de bien se préparer pour les entretiens. Quand je dis bien se préparer, c'est savoir déjà l'entreprise, connaître l'entreprise pour laquelle on a postulé. Donc, lorsqu'on envoie son CV et qu'on est rappelé par le recruteur, il y a souvent des questions qui reviennent. Que connaissez-vous de notre entreprise? Ce n'est pas une question anonyme. Ce sont des questions comme ça pour évaluer la motivation du candidat. Donc, il est toujours
préférable, conseillé de prendre quelques informations, d'aller sur le site de l'entreprise, par exemple, consulter, lire c'est quoi ses produits, si c'est une entreprise qui met sur le marché des produits, c'est quoi ses services, c'est quoi à quelle année elle a été créée, quel est son organigramme. Donc, ce sont des éléments comme ça qui permettent aux recruteurs de comprendre qu'on est vraiment motivé et on souhaitait vraiment travailler dans l'entreprise. Lorsqu'on prend le soin de prendre des informations avant l'entretien. Et voilà, donc c'est très important de faire cela avant chaque entretien parce que des fois on néglige cette partie, mais ça peut être des raisons de refus. Et aussi pour le CV. Donc, pour le CV, aujourd'hui, on dit qu'en moyenne, un recruteur lit un CV pendant 3 à 4 secondes. Euh, du coup, il est toujours conseillé de faire un CV qui sera parlant dès les premières secondes. Bon, c'est facile pour les étudiants dans le sens où l'expérience professionnelle n'est pas encore longue, donc il a la possibilité de mentionner tout ce qu'il aurait fait, des stages, éventuellement des cours, des formations ou des cours qu'il aurait suivis. Mais il y a des mots, et aujourd'hui, il y a des mots capitaux à mettre sur son CV parce que les tris se font généralement automatiquement avec des logiciels ou des applications. Donc, lorsqu'on envoie un CV, l'application ou le logiciel scanne le CV envoyé. Si par exemple, on voulait un contrôleur de gestion qui devrait maîtriser Excel et qu'on n'a pas mentionné sur son CV qu'on maîtrise, ou on n'a pas tout simplement mentionné sur son CV qu'on sait travailler sur Excel d'office, on sera éjecté pendant le tri. Donc, en faisant son CV, il faut penser à tous ces éléments-là. Mentionner, ne pas hésiter à mentionner tout ce que vous avez fait durant les stages et même des activités dans le cadre social aussi, c'est très bien vu en entreprise. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Alors, si je ne vois pas de questions des étudiants, eh bien, je pense que nous allons pouvoir mettre fin à l'interview. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Inoué, pour tout ce partage d'informations et d'expériences surtout. Merci aussi aux étudiants de leur participation. Et voilà, je vous souhaite une bonne après-midi. Merci. Merci Donc, beaucoup. oui, je vais terminer en disant, en souhaitant beaucoup de courage aux étudiants. Je sais que c'est une période assez particulière. J'ai entendu que les examens se feront en présentiel. Bon, je ne sais pas si c'est confirmé ou pas, mais en tout cas, je souhaite beaucoup de courage à tous ceux qui sont connectés et surtout rester optimistes pour ceux qui sont en dernière année. Et voilà, donc ça ira. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup.